Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, bonsoir tout le monde. On va déjà se présenter avant toute chose. Donc moi c'est Sébastien Ségard, je suis architecte logiciel et coordinateur technique au sein de Kaizen Solutions. Donc je suis accompagné ce soir de Lou. C'est ça, Lou BG. Donc moi ça fait maintenant 1 an que je suis chez Kaizen. Donc derrière moi j'ai 3 années d'alternance durant lesquelles j'ai pu travailler avec de multiples clients, Schneider, Teledyne, King Jouet. Et puis j'ai pu travailler aussi sur pas mal de technos Microsoft comme du Azure, .NET Core, .NET Framework, WPF, enfin toute une tonne. Et puis il faut savoir que quand Seb apprenait à écrire en .NET, de mon côté j'apprenais à écrire mon alphabet. Merci Lou. Et donc on va vous raconter un petit peu, on va travailler sur cette problématique du coup en 2023, est-ce qu'il est pertinent de partir sur des technologies Microsoft? Donc ça va être le sujet de notre conf, et donc pour ça en fait on va commencer par vous raconter un petit peu l'histoire de Microsoft, tout ce qui s'est passé. Donc il était une fois Microsoft. À la fin des années 90, Microsoft est un acteur incontournable en fait de la sphère technologie, avec notamment sur les OS, donc ils étaient leaders sur les OS avec 80%, ils étaient aussi à hauteur de 50% sur la partie serveur, et avec des technos, alors qui certaines étaient déjà pas mal à l'époque, SQL Server, 2IS, c'était pas mal, ASP, bon, voilà, VB ça commençait à être compliqué, C++, c'était bien, c'était encore à l'époque, et surtout des IHM en MFC. Bon, ça c'était très joyeux pour ceux qui ont connu les MFC. Mais en début des années 2000, en fait, ils ont aussi changé un petit peu toute leur plateforme technologique. Ils sont passés sur Windows XP et surtout, ils ont sorti la plateforme .NET avec, du coup, à l'époque, Visual Studio. Ça a été une vraie révolution pour tous ceux qui travaillent sur l'écosystème Microsoft avec une plateforme unie, pour les gouverner tous. Et effectivement, à partir de Visual Studio, on pouvait créer des applications web, créer des applications front, créer des bases de données en quelques clics. C'était vraiment, pour l'époque, vraiment magique. Et tous ceux qui ont pu connaître cette époque-là, qui ont pu travailler sur ces outils, s'en rappellent comme vraiment d'une période qui était vraiment géniale. Ça avait l'air top. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé quand même des petites choses. C'est que, en fait, il y a des nouvelles technos qui sont apparues et Microsoft n'a pas réussi à les anticiper. Les nouvelles technos qui sont sorties, c'était par exemple la mobilité. Donc en 2007 avec l'iPhone, la partie Web 3.0, le cloud computing. Et c'est vrai que, en fait, ils se sont entêtés sur leur technologie. Typiquement, Windows, ils ont commencé, ils ont dit, tiens, on va mettre Windows Phone sur la partie téléphone. C'était super, génial. Je sais pas qui a déjà pratiqué sur Windows Phone, ceux qui ont pratiqué s'en rappellent, sûrement. Ensuite, pour concurrencer le Web 3.0, en fait, ils se sont dit, tiens, on va rester sur des technos qui sont géniales, on va rester sur du Silverlight avec Internet Explorer. Ça, je pense que ça aurait traumatisé plus d'un développeur web à l'époque. Et sur la partie cloud, ils ont dit, non, on va rester quand même sur nos technos à nous, et en fait, on va vraiment pousser du Microsoft Server et du 2IS. Et donc, au final, c'est vrai que quand on arrive comme ça au début des années 2010, en fait, Microsoft a un gros déficit d'image, à tel point ils étaient partis des GAFA, en fait, on parlait plus de Microsoft dans les GAFA, et surtout auprès des développeurs. C'est-à-dire qu'il y avait des développeurs qui étaient pro-Microsoft et d'autres qui étaient anti-Microsoft, et la majorité des développeurs devenaient anti-Microsoft. Oui, parce qu'après avoir traversé au final toutes ces phases de déception, d'euphorie, on se retrouve à peu près vers les années 2015, et Microsoft décide de totalement changer de cap et un peu s'aligner aux besoins du marché. Donc ça va s'orienter autour de 4 grandes stratégies, on va dire 4 grands axes. Le premier, ça va être de changer tout leur modèle économique. Donc pour ça, ils vont sortir un peu du licensing classique qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant. Ils vont vouloir aussi pousser tout ce qui est off-cloud via la nouvelle grosse plateforme Azure qu'on connaît un peu tous maintenant. Ensuite, ils vont vouloir refidéliser leur communauté de développeurs, parce que comme on l'a dit, avec cet entêtement qu'ils ont eu jusqu'à maintenant, ils se sont renfermés, ils ont perdu pas mal de leurs développeurs, et comme on sait, pas de business sans application, et pas d'application sans développeurs, bien sûr. Et pour finir, ils vont s'ouvrir un peu vers le monde et se rendre compatibles aux différents environnements qui vont les entourer, surtout côté Linux et Mac. Jusqu'à maintenant, ils restaient vraiment à l'écart de ces 2 environnements, donc ils vont essayer de s'ouvrir. Voilà. Donc on va voir comment un peu ils ont pu
mettre en place cette stratégie et comment ils ont pu orienter leurs outils pour venir pallier à tous ces problèmes qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Mais dis-moi du coup, Seb, c'est quoi en fait cette nouvelle stratégie économique? En fait, avant, ils vendaient des licences, essentiellement des licences, et en fait, ils sont passés sur le move as a service, as service. Et donc effectivement, ils ont commencé à fournir de plus en plus de services, et là on peut le voir là, sur ce graphique, que la partie service est en train d'exploser en fait les chiffres, même par rapport au volume de licences. Donc effectivement, ils ont vendu plus de services via le cloud, plus d'abonnements via Office, et même là, sur la prochaine version de Windows, ils commencent à parler de travailler aussi autour de la pub. Donc ça fait vraiment partie d'une réflexion sur ce modèle économique. Ok, d'accord. Et comme tu nous as dit, donc ils ont beaucoup poussé tout ce qui est cloud, qui est leur deuxième axe en fait de leur stratégie. Donc ils ont mis en place cette nouvelle plateforme qui est un peu une plateforme pour accompagner les développeurs tout au long de leur projet, à chaque étape. Donc derrière, je ne vais pas vous faire un peu tous les outils qu'il y a, mais grosso modo, il y a des outils pour de la big data, il y a des outils pour du déploiement, de la gestion de bases de données, des outils pour tout ce qui est hébergement de machines, dans le cloud avec les fameuses machines virtuelles Azure qu'on connaît assez bien. Il y a aussi une grosse plateforme qui a un gros outil qui s'appelle Azure DevOps, qui est un outil pour gérer son équipe d'une manière Scrum, on va dire d'une manière agile, avec tout ce qui est gestion d'un Git, etc. Et on a aussi des outils pour de l'IoT comme Azure IoT Hub qui permet de gérer une application et les appareils qui y sont attachés. Mais surtout... Il y a une spécificité, non? Mais oui, mais bien sûr. Azure, c'est basé sur une architecture Linux et Kubernetes. Donc c'est une révolution en fait. Bah oui, forcément. Donc après, c'était un peu pour venir concurrencer AWS, qui était sorti quelques années auparavant, je crois bien, à peu près. Donc ça a été vraiment leur manière de dire, on commence un peu à s'ouvrir au monde, qui au final est un axe vraiment majeur de leur stratégie, quoi. Effectivement. Donc après avoir mis en place toute cette grosse plateforme Azure, on retrouve la communauté développeur, tout cet esprit de fidélisation. Donc ça va passer à travers différents outils qu'ils ont essayé de booster, qu'ils ont essayé de sortir pour fidéliser encore plus de développeurs qui n'étaient pas forcément des développeurs .NET. Donc derrière, ils ont essayé de racheter GitHub. En fait, ça a été sans doute une bonne manière financière pour eux, une bonne option. Mais derrière, malheureusement, ils n'ont pas eu beaucoup d'impact via GitHub. Demain, vous allez ouvrir un repo sur GitHub, vous ne savez pas trop que c'est Microsoft, la firme derrière qui gère. Mais ils ne l'ont pas privatisé non plus. Voilà, ils ne l'ont pas privatisé non plus. Bon, ils n'ont pas fait grand-chose, quoi. Ça n'a pas été un grand acteur de leur stratégie, quoi. Et puis, ils ont décidé de s'ouvrir à un autre monde, qui est le monde de la donnée. Donc apparemment, j'ai cru comprendre qu'il y avait un outil déjà qui existait, qui s'appelait MSBI. Mais maintenant, ils ont sorti un autre outil qui s'appelle Power BI. Ouais, c'est ça, c'est que pendant de nombreuses années, en fait, Microsoft n'était pas du tout leader sur l'aspect business intelligence, data viz, reporting de données. Et en fait, ils ont, au milieu des années 2010, ils ont inventé un outil qui s'appelle Power BI. Et la particularité de cet outil, c'est qu'il est dédié pour les développeurs. Et en fait, après, ils peuvent publier sur Azure, ils peuvent faire tout un tas de choses, mais c'est avant tout un outil pour les développeurs. Et aujourd'hui, c'est l'outil qui est leader sur le marché de la data viz. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'en parlant d'outils qui marchent bien de leur côté, on a aussi leur gros outil Visual Studio, qui est l'outil majeur, on va dire, pour leurs développeurs .NET. Et ils ont décidé d'en sortir aussi une version community, donc une version gratuite. Alors bien sûr, il y a des fonctionnalités qu'on retrouve pas, qu'on retrouvera, mais qu'on ne retrouve pas dans Visual Studio Community, comme pas mal de choses sur des tests unitaires, etc. Mais en plus de ça, ils ont décidé de sortir un Visual Studio ultra light, on va dire, qui est Visual Studio Code, qui est devenu le leader du marché sur les éditeurs pour les développeurs, en fait. Derrière, c'est gratuit, c'est open source. Je pense que d'ailleurs, dans la salle, il y a une grosse partie de la salle qui doit connaître Visual Studio Code. C'est ça. Visual Studio Code, du coup. Oui. Du coup. C'est gratuit, c'est open source, c'est multiplateforme, plein de plugins y sont disponibles, que ce soit développés par la communauté ou par Microsoft même. Et en plus de ça, on peut utiliser tous les langages. D'où ça... Tout à fait. Des langages plutôt typés Microsoft, Windows et d'autres langages totalement différents. C'est ça, JavaScript, PHP et j'en passe. Et pour finir, le quatrième axe qui est, on en a déjà un peu parlé, mais ils essayent toujours de pousser encore plus leur ouverture et compatibilité vers le monde qui les entoure, et ça va passer notamment en sortant leur nouvelle version de .NET qui est .NET Core. Donc là, la grosse fonctionnalité majeure qu'ils vont y apporter, ça va être la compatibilité avec tout ce qui est l'environnement Linux, qui n'avait pas jusqu'à maintenant, il restait vraiment fermé sur un environnement Microsoft.
Et en plus de ça, ils vont le mettre à disposition en open source sur GitHub, permettant à chacun de collaborer et apporter des pull requests, des fonctionnalités en plus en fait. Tout à fait, il s'ouvre au monde vraiment externe. Mais c'est ça, et en plus de ça, ils décident de rendre open source tout ce qui est Power Toys. Donc les Power Toys, c'est typiquement tout ce qui est calculatrice, capture d'écran, etc., où tout le monde peut venir collaborer et mettre leur petite patte en fait, sur ces outils qu'on utilise tous les jours en fait, sur Windows, au final. Tout à fait. Après, ils vont s'ouvrir aussi à un autre monde encore, donc on utilise beaucoup le mot s'ouvrir vers le monde, mais c'est vrai qu'ils ne restent plus du tout fermés dans leur environnement, et ils vont décider de mettre à disposition un nouveau framework qui s'appelle Xamarin. Donc Xamarin, d'ailleurs, ça va permettre de faire des applications mobiles, ce qui n'était pas du tout possible, je crois bien, jusqu'à maintenant. C'était très compliqué. Ouais, d'accord. Si on pouvait sous Windows Phone. Certes. Et en plus, pour aider leurs développeurs dans leur démarche, ils vont décider de mettre à disposition Visual Studio sous Linux et sous Mac. Donc encore plus de cibler encore plus de développeurs au final. Et pour finir avec Linux, ils vont mettre à disposition le WSL, donc Windows Subsystem for Linux, qui derrière, c'est un outil que vous téléchargez directement sur votre Windows, et ça permet de d'exécuter en fait des binaires de Linux directement sur Windows. Sans utiliser de machine virtuelle. Bah ouais, exactement, c'est ça. Donc c'est plutôt cool. Au final, ils ont mis pas mal d'outils à disposition pour fidéliser leur communauté, pour s'ouvrir vers le monde. Et on se retrouve avec nos fameux GAFA qu'on retrouvait tout à l'heure. Et c'est ça, qui sont les GAFA, sont devenus GAFA, mais Microsoft s'est refait une place, une grosse place parmi du coup, les 5 leaders tech d'aujourd'hui. Bah c'est ça, en final, avec Visual Studio Code et Power BI, ils ont un peu redoré leur image, comme on dit. Tout à fait. Mais quand même, ils n'ont pas été très moteurs. Ils ont vu que l'open source ça marchait bien, ils se sont dit si on faisait de l'open source. Ils ont vu que la data, il y avait de plus en plus de développeurs, on va sortir Power BI. On a vu que les personnes s'orientaient plus vers du JavaScript. On va sortir Visual Studio Code. Je fais des raccourcis, mais ils n'ont quand même pas été très, très moteurs. Ouais, ils sont quand même suiveurs, globalement. Ouais, globalement. Voilà. Et on se retrouve à peu près dans les années 2020, je pense, à cette période où ils se disent ça a marché, et on va faire la même chose et on va recommencer, mais cette fois avec 3 différents axes. Le premier, c'est le web. Donc on a vu jusqu'à maintenant que le web commençait à prendre une part importante chez les développeurs. Tout ce qui est application bureautique, etc., on commence à tout mettre un peu de côté. Donc ils vont vouloir se mettre à niveau des grands du web, comme le JavaScript. Ensuite, ils vont vouloir aussi améliorer tout ce qui est performance et interopérabilité de leurs outils. Donc ça, jusqu'à maintenant, performance, Microsoft, ils n'étaient pas très ouf. On a tous appuyé sur un explorateur Windows et on était prendre un petit café le temps que Windows revienne. C'est des choses qui arrivent. Ouais, des fois. Et le troisième axe, on le connaît un peu tous maintenant, c'est l'IA avec cette arrivée de ChatGPT par OpenAI. Donc ils vont décider en fait de booster leur outil en mettant en place sur différents endroits. Et d'ailleurs, on va voir où est-ce qu'ils ont pu intervenir auprès de ces 3 axes. Donc le premier, c'est le WebAssembly. Donc je ne vais pas trop vous en dire parce qu'apparemment il y a une conférence qui vient juste après qui va vous en dire un peu plus. On va se concentrer sur le nouveau framework qui sont sortis pour justement se mettre voguer sur cette technologie qui est le WASM. Donc Blazor, j'aime bien dire que c'est le remplaçant de l'ASP.NET, qui est la techno web depuis un certain temps côté Microsoft. C'est un peu comme faire de l'Angular, sauf qu'à la place du JavaScript, vous mettez du C#, pour faire un raccourci. Il en existe 2 versions, la première qui est Blazor Server. Donc Blazor Server, clairement c'était un peu leur moyen de dire on n'est pas très confiant sur le WebAssembly, donc on va sortir totalement l'inverse. C'est-à-dire que Blazor Server, ça permet d'exécuter votre code et de compiler votre code totalement côté serveur, 100% hébergé serveur, et derrière ça sert d'une technologie signalaire pour faire passer vos événements et tous les composants côté navigateur. C'est pas le plus palpitant. Le deuxième, c'est le Blazor WebAssembly, qui se base forcément sur le WASM. Donc derrière, ça compile et ça met à disposition tous vos composants, tous vos DLL côté navigateur. Et ça vous permet typiquement de faire comme quand vous avez du code JavaScript, vous faites votre to-dos et vous allez débugger votre code. Là, c'est la même chose qu'à la place du JavaScript, vous avez du C# dans votre débugger navigateur. Tout simplement.
En parlant justement de nouvelles techno, de nouveaux frameworks, ils ont décidé d'harmoniser un peu leur framework.NET et d'en sortir une nouvelle version qui, elle, va être, on va dire, orientée totalement côté performance. Donc là, on voit que c'est clairement 60 fois plus performant que les anciennes versions. 60, t'es sûr de toi? Un peu plus, 69 je crois bien, mais... Ok, on va rester sur 60. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et comme je vous ai dit, par rapport côté interopérabilité, ils ont sorti Blazor pour l'ASP.NET, mais ils ont aussi sorti .NET MAUI pour tout ce qui est remplacer WPF Xamarin. Et derrière, ça va permettre de faire des applications hybrides, puisque le code de Blazor est réutilisable dans le code de .NET MAUI. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de possibilité de faire ça, des applications hybrides. Ouais, donc c'est top. Et le troisième axe dont on a parlé, donc c'est la partie IA. Donc, comme je vous dis, il y a ChatGPT qui est sorti par OpenAI, et ils ont décidé un peu de refaire la même chose en sortant leur IA directement dans Bing, en se basant sur GPT d'ailleurs. Ensuite, ils ont voulu fonder ce qu'on appelle la Microsoft AI Factory, qui est en fait un rassemblement de startups dont le but est de faire des recherches directement sur l'IA, un peu sous la bonne vision de Microsoft. On en a beaucoup parlé aussi, le cloud, donc ils vont vouloir aussi booster leurs outils et mettre à disposition de nouveaux services à base d'IA directement dans Azure. Et pour finir, Microsoft Copilot apparemment. Oui, c'est sorti la semaine dernière, hein, effectivement, là, donc Microsoft va fournir avec son OS et ses outils un copilote basé sur l'IA qui va vous permettre d'être beaucoup plus performant sur Word, sur Excel, sur Outlook et d'avoir vraiment un vrai assistant virtuel avec ce copilote. Et donc là, ça devrait pas tarder à arriver en France et en Europe. Donc malgré tout, ils n'oublient pas quand même leur OS, quand même. Ah non, ils n'oublient pas leur OS, ça reste quand même un peu leur cœur de métier. D'accord. Et au final, on a parlé maintenant de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, mais demain, qu'est-ce qui va se passer demain Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on est encore très proche, là, on a parlé des actus 2020, tout ça, mais voilà, 2030, 2050, qu'est-ce que va faire Microsoft? C'est ça. Donc déjà, je crois même qu'ils veulent s'orienter vers l'écologie. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire d'ici 2030? Ça, je pense qu'on en parlera aussi sur la conf qui est juste après, mais un des gros enjeux de l'informatique, ça va être d'avoir une empreinte carbone nulle. Et donc du coup, je pense qu'ils vont effectivement travailler à travailler sur leur empreinte carbone, dépenser le moins d'énergie possible dans leur cloud computing, sur Azure et sur tous les services qu'ils peuvent offrir. Donc au final, ils essayent quand même de toucher un environnement qu'ils n'avaient pas fait jusqu'à maintenant. Ils essayent quand même de... C'est ça, c'est-à-dire que là maintenant, ils s'attaquent vraiment à la partie écologie en quittant un peu la partie technique. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que d'ici 2050, ils voulaient s'investir dans tout ce qui est IoT agricole et essayer de répondre un peu à cette question comment, d'ici 2050, nourrir plus de 10 milliards d'individus qu'il y aura sur Terre. Donc je trouve que c'est quand même super intéressant, quand même. Alors 2050, on n'y est pas encore, mais effectivement, quand on sera 10 milliards sur Terre, il faudra quand même qu'on puisse manger. Et effectivement, là, à ce moment-là, ils se posent tout de suite les questions de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir optimiser l'agriculture, justement, avec cet IoT agricole. Super intéressant. Mais bon, ça, c'est à très long terme. Mais oui, c'est sûr, mais bon, ça donne envie quand même. Ça donne envie. Mais au final, Seb, on a vu ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils vont faire demain. Mais dans tout ça, moi, je veux utiliser des technologies Microsoft demain. Ouais, c'est ça, par rapport à la question originale de est-ce qu'en 2023, c'est pertinent de partir sur des technos Microsoft sur des nouveaux développements. Donc effectivement, en conclusion, on a vu que, on le sait tous, hein, aujourd'hui, on n'est pas là de quitter le monde Microsoft. Je pense que toutes les entreprises aujourd'hui sont sur Outlook. Tout le monde utilise Word, tout le monde utilise Excel, et ces outils ne sont pas prêts de disparaître des entreprises. Donc ça, Microsoft, de toute façon, va devoir faire avec. Par ailleurs, c'est aujourd'hui la seule entreprise de tous les GAFA, alors il y a Google qui essaye, mais qui a vraiment une stack qui est full stack, de l'OS au cloud en passant par l'embarqué, avec un langage, le C# qui est une technologie de base Microsoft. Mais voilà, Microsoft est le seul à avoir ce côté full stack. C'est sûr. Le côté open source, aujourd'hui, Microsoft est un des plus grands contributeurs de l'open source. Donc là, on voit qu'ils font plein de choses, ils contribuent au noyau Linux, ils contribuent au développement du Python. Là encore, j'ai vu la semaine dernière, ils ont sorti aussi une version de Microsoft OpenJDK. Donc c'est quand même assez phénoménal de la part de Microsoft. Et donc du coup, ils sont vraiment leaders sur la partie open source.
Et du coup, tout ça, ça a permis un peu de casser ce qu'on vous disait tout à l'heure, qu'il y avait les développeurs qui étaient plutôt pro-Microsoft et les développeurs qui étaient ah non, Microsoft, c'est trop nul, en fait, c'est pour les nuls. Et en fait, avec tout ça, tout ce qu'ils ont fait, cette barrière, en fait, j'ai envie de dire qu'elle n'existe plus. C'est-à-dire que, en fait, Windows utilisant du Linux avec le WSL, avec Azure, tout ça, en fait, la frontière n'existe plus, elle a été totalement brisée. Donc au final, utiliser Microsoft, c'est ça? Donc au final, utiliser Microsoft. Effectivement, moi j'ai toujours eu des doutes, hein. J'ai connu le WPF, j'ai connu le Silverlight, mais là on voit qu'ils font vraiment beaucoup d'efforts, et moi j'ai envie d'y croire, donc je dirais, si jamais j'avais le choix en fait, de partir sur une techno, oui, partir sur une techno Microsoft, je pense que ça reste pertinent en 2023. Effectivement, et puis moi, à l'inverse, qui est connu qu'à partir des années 2018, on va dire, tout ce qui est Microsoft, c'est vrai que ça donne envie avec tout ce qui est plateforme Azure, leurs nouveaux outils, Visual Studio Code, qui continue à être amélioré de plus en plus au fil des années, ce qu'ils ont annoncé avec l'écologie, qui est maintenant très important de nos jours. Donc ça donne vraiment très envie, et je suis très enthousiaste, moi, sur ce qui va se passer. On a cliqué tous les deux en même temps. Voilà, on a terminé cette première conf de la Tech Week. Est-ce que vous avez quelques questions? Et puis surtout, merci de votre attention. Et merci de votre attention, effectivement. Et là, il y a Marie qui court avec un micro dans la salle. Alors il y a un micro, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Après, non, personne? C'est la première question, c'est toujours la plus difficile. C'est ça. Non, personne? Après, il y en a peut-être une petite là. Je crois que celle-là, elle est pour toi. Merci. J'aime bien me faire remarquer, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on va trouver comme feature, par exemple, sur Copilot par rapport à un Cortana existant aujourd'hui? En fait, Cortana, ça restait surtout avec ses recherches. Là, Copilot, tu pourrais lui dire, tiens, j'ai envie d'écrire un message pour tel truc, et ça va tout sortir. Donc tu auras des fonctionnalités comme du vocal ou je sais pas, des trucs comme ça qui pourront directement agir avec tes softs Microsoft. Directement dans Excel, tout ça, dire, tiens, fais-moi la somme, et paf, potentiellement. Après, j'ai pas testé, donc du coup, j'ai vu que ça, mais la promesse est très belle. Il faudrait passer sous Windows 11 pour tester. Oui, il faudra passer sous Windows 11. Effectivement, je ne suis pas encore passé. Ok. C'est mon côté un peu réticent. Une autre Une autre question? Merci. Alors, mes compétences Microsoft tournant beaucoup autour d'Excel. J'ai une question, parce que tu as dit tout à l'heure que c'était full stack, là, maintenant, Microsoft. Oui. Aussi dans l'embarqué, et qu'est-ce que tu entends comme techno Microsoft pour l'embarqué? Aujourd'hui, en fait, typiquement, pour l'embarqué, il y a tout un environnement Windows IoT. Donc, c'est un Windows que, du coup, tu peux définir. Tu dis, tiens, voilà, c'est tel type de plateforme, il y a tel type de capteur, tel type de truc, et ça te crée un Windows. Potentiellement, tu peux aussi piloter directement tu peux connecter avec Azure aussi. Donc ça permet de faire pas mal de choses. Non, c'est ça, tu peux connecter avec Azure, ce que j'avais dit. Très bien, merci. C'est un Windows hyper léger, et donc du coup, l'idée c'est que quand tu vas l'installer, tu ne vas pas te retrouver avec un Bing ou quelque chose comme ça qui va te permettre et un Edge, voilà, tu vas vraiment pouvoir tailler ton Windows sur mesure par rapport à ton besoin. Okay. Non, je vous propose d'arrêter là. Alors, on sera là encore normalement après la conf. C'est ça. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, vous pourrez nous voir aussi autour d'une bière. Voilà. Merci.